Also, it issues the guidelines for the appropriate use of blood. Now I'm highlighting on education and training. واحد من أهم الفانكشنز اللي بتقوم بيها خدمات الدم في مصر هي التدريب والتعليم. Also, we have research and development. It's a very active aspect of the blood service in Egypt. Also, it provides transfusion service to outpatients. So this is something unique to the blood services in Egypt, that we have in our 24 centers a department which we call outpatient service. That means we transfuse blood to outpatients like thalassemia, oncology, hemophilia, etc. And that activity was introduced in 2003, and the idea was to make the blood centers, the independent blood centers, staff have the feeling and the passion of where are these blood fractions and blood components go. So when they feel that the ultimate link to the patient, they really appreciate what they do. Because most of the independent blood center, by the time, they just become like industrial people. They just want to produce, and they have no link with the other side. Where does it go? So this activity was introduced only for outpatients, and it proved to be very helpful for the whole circle of the blood in blood centers, because most of the people working in blood collection and blood testing become more passionate about it, and they become more متعاطفين. يعني أصبحوا متعاطفين أكثر لأنهم بيشوفوا مرضى بيجوا ياخدوا نقل الدم عندهم في المراكز الدم. فالحقيقة كان ليها positive impact على خدمات الدم بشكل عام. ده المركز القومي لنقل الدم في القاهرة. This is the National Blood Transfusion Center in Cairo. هو يعتبر headquarters of all the NBTS. هو مكون من 7 floors يحتوي على كل الديبارتمنتس، وعندنا reference laboratories في الناشونال سنتر، وكمان في الاتش ار في الفاينانس training and quality for the whole of the network covering the whole of Egypt. My topic today is about the blood transfusion fellowship degree. I want to tell you about the degree. In 2002, a graduate degree for medical candidates named fellowship was established. The fellowship is operated from the National Blood Transfusion Center in coordination with the fellowship headquarters in the Ministry of Health. So the Ministry of Health have created, before even this year, like 4 years before that, Ministry of Health, with the cooperation with the High Council of Universities, they introduced a degree called fellowship, and it is a 4 to 5 years study degree, covering all the specialties in medicine. And the idea of having this degree is to make more opportunity for the candidates who don't find place in the university to get PhD or doctorate degree. The blood transfusion degree started, the first batch started in 2002. And the first batch was graduated in 2006. As I mentioned, it is regulated by the High Council of Universities. So that means it is regulated, it's audited, and it is under the supervision of like any other faculty, like any other medical school in any university in Egypt. The fellowship degree is 4 years after graduation from the Faculty of Medicine, provided that there is a minimum of 2 years training and experience and work in this field before they are accepted to be candidates or students in this degree. The candidates who are holding master's degree or diploma degree, they are exempted from year 1 and year 2. So they go straight to year 3. Master's or diploma in the field of clinical pathology, microbiology, immunology, something little bit related to blood transfusion. And we have also accepted candidates that are holding of the doctoral degree or PhD, and these people only go to the 4th year. But the candidates who only have البكالوريوس اللي عنده بس بكالوريوس لازم يعمل 4 سنين كاملين.
The study is theoretical and practical. The practical is done in accredited blood centers guided by qualified mentors. Each mentor, he only is supervising 7 students. So that means إنه الطلبة دول اللي بيدرسوا 4 سنين لازم يتدربوا في مركز للدم، مركز إقليمي أو زي ما أنتم بتسموا هنا مركز جهوي للدم. المركز مش أي مركز، لازم يكون accredited بالمجلس الأعلى للجامعات. يكون في اشتراطات معينة متوفرة من حيث إمكانيات الناس اللي بتشتغل والشهادات اللي بيحملوها والاكسبيرينس، الاكويبمنت او الاجهزه اللي موجوده، الامكانيات بشكل عام، وحجم العمل هناك. يعني هاو ماني كم الف من وحده الدم بنعملها في السنه عشان يبقى في ظروف مهيئه ان الطالب لما يقعد 4 سنين يتعلم تعليم صح في الشهاده الزماله. وكل مدرس او منتور او سوبرفايزر عنده ماكسيمم 7 طلبه يشرف عليهم at one time. 3 exams are held during these 4 years. 1 exam after the first year, another exam after the second year, and then the final exam after 4th year. The certificate is awarded after passing the 3 exams. Minimum of 70% score in each exam. يعني الشخص مش هياخد الشهادة إلا لما يخلص الامتحانات ال3 على الأقل 70% ياخد سكور يعني للديجري اللي هياخدها في الامتحانات. And also this candidate has to pass a research portfolio of a subject related to the different fields of blood transfusion. The research portfolio has to be practical and it is related to also the international literature. That means إن الطالب ده مش بس هيعمل 3 امتحانات في خلال ال4 سنين، لازم هيعمل بحث، والبحث ده يكون له علاقة بأي مجال في مجالات الدم، سواء التبرع أو فحص الدم أو الكلينيكال بارت أو الفراكشنيشن. ولازم يكون البحث ده عملي جوه مصر، عمله على عينات حقيقية ومرضى أو متابعين حقيقيين، ويكون له علاقة بأبحاث ثانية عالمية معمولة عشان يبقى فيه زي ريفرنس ومرجع، ويبقى نعمل comparison ما بين what is happening in Egypt وايه اللي بيحصل في العالم بره. لازم كمان البورتفوليو ده جزء مهم عشان الشخص ده يتخرج ويحصل على الزمالة المصرية لطب نحل الدم. Few candidates from the Arab countries are studying in Egypt as well. It's mainly Egyptians, but we have few from Palestine and few from Saudi Arabia as well. It's open for all Arabs to come and study there. And the study is in English, by the way. The certificate of fellowship is awarded in an official ceremony. The accreditation is a possibility. Now the High Council of Universities are in the process of accrediting all these degrees to make it acknowledged and recognized worldwide. يعني احنا في سبيل ان احنا نعمل لها اعتماد علشان الزمالة المصرية دي يبقى معترف بيها في اي مكان في العالم. هي الزمالة المصرية معترف بيها في البورد العربي. لو تعرفوا البورد العربي يعني معترف بيها في اي بلد عربي، لكن احنا عايزينها تكون كمان معترف بيها خارج نطاق البلاد العربية. Candidates are full-time staff in any of the accredited centers during the whole study. So that means إذا أنا عندي طالب جاي من مستشفى أو جاي من بنك دم خارج نطاق ال 24 مركز لنقل الدم، لازم يعني يحصل له إعارة ويروح يعيش 4 سنين في المركز ده ويشتغل فول تايم زيه زي أي حد بيشتغل، بياخد نفس الواجبات ونفس كمية العمل ويعيش زي ما قلت لكم في ظروف جوه بنك دم accredited أو معتمد في كل الشروط اللازمة علشان لما يتخرج يبقى عنده فعلا experience ومعلومات تخليه يبقى اسمه consultant، لأن دي شهادة زمالة يعني بعدها هيبقى استشاري consultant، فلازم يبقى فعلا مش مجرد امتحانات نظري أو دراسة نظري. الامتحان زي ما قلت هو عبارة عن 3 أجزاء، نظري وعملي وشفوي.
الامتحان النظري او the theoretical exam in the 3 times. Every time we have 200 MCQ 200 سؤال اللي هو multiple choice و10 اسئله text free text اللي احنا نكتبها. الاورال يبقى مره واحده بس بعد السنه الرابعه امتحان شفوي بيخضع لحوالي 6 ممتحنين امتحان شفوي، منهم ناس من خدمات الدم وناس من الجامعه وانفايتد examiners. يعني بيبقى في ناس invited من جامعه في السعوديه او جامعه في تونس and so on. بيبقى في يعني وجامعه في انجلترا بنجيب ناس برضه من انجلترا. فالاكزامينرز بيكونوا not either mix of Egyptians and Arab and also outsiders. The practical exam is only once at the final. After the 4th year, we have usually the pattern is like 10 stations. Each station has a problem of one of the settings that covers everything in blood transfusion. This is to test the ability of being a consultant. When you graduate, you become a consultant. So there are 10 stations. Each station usually you have to stay 20 minutes, read all the givens and see all what is provided in this station. Then you are provided with the answer sheet and you have to fill in your consultancy outcome. يعني العملي بقصد بيبقى فيه 10 محطات، كل محطة فيها يعني سيت اب او حالة ممكن يكون في مثلا discrepancy of blood groups او discrepancy of cross match. هتلاقي الجيل كارز موجودين، هتلاقي شكل التست موجود، وانت عندك وقت انك تفكر تحل المشكله دي ازاي. في ستيشن ثانيه على دونر عنده معطيات معينه بلاد دونر، وانت لازم تفكر الدونر ده مقبول ولا مرفوض مؤقتا ولا مرفوض على طول and so on. حاجات زي كده. دي شكل القاعات اللي بيتم فيها التدريب. Here these are the places where we have all the lectures and the training. The curriculum of the 4 years. We have basic subjects in the first and second year, like microbiology, virology, biochemistry, things about equipment, biomedical engineering, universal precautions. This is in the first and second year. And this is part of the training of this degree. Curriculum of third and fourth year, we go more now into specificity of blood transfusion, like blood donation, blood collection, good manufacturing practice, components, hemovigilance, transfusion reaction, and so on. ففي السنة الثالثة والرابعة بيبقى التركيز على الحاجات اللي تخص نقل الدم أو تعبر الدم مباشرة. دي هنا جزء من القاعات اللي بيتم فيها التدريب والامتحان. The logbook is one of the most important tools in this degree. There is a big book that has all the places for every activity that has to be done during these 4 years and the number of times that it has to be done. It covers all practical procedures. The mentor has to sign regularly for each student that he has already done this activity. Candidates have to conduct all practices for the assigned number of times. Part of the practical is compulsory in hospitals. Practical is done in all accredited centers. Theoretical lectures in NBTC every Saturday, twice per month. That means what? يعني كل طالب عنده كتاب مكتوب فيه كل الأعمال اللي لازم يعملها في خلال ال4 سنين. يعني مثلا الطالب ده لازم يعمل على الأقل 300 كروس ماتش. فلازم المنتور يتأكد إنه عملها 300 مرة ويوقع إن هو عملها 300 مرة. لازم إن هو يعمل مثلا 80 بروسيجر افيريسيس، فلازم المنتور يوقع إنه في خلال 4 سنين عمل الكمية دي. فاللوك بوك بيغطي كل العمل ده. في بقى محاضرات نظري مرتين في الشهر يعني السبت الأول والسبت الثالث لسنة أولى وثانية، السبت الثاني والرابع لسنة ثالثة ورابعة عن سؤال. فالعملي والنظري متغطي كويس قوي. ده جزء من المعامل اللي هي متاحة للتدريب العملي. الفيلوشيب هيد كوارترز مقر الزمالة المصرية
عموما لكل التخصصات، لان الزماله المصريه فيها جراحه كل الجراحات، كل الامراض الباطنه، الاطفال and so on، ومن ضمنها طب نقل الدم. هي مقر الزماله المصريه is an independent building في مكان خارج خالص خدمات الدم، لان هو مباشره تبع وزاره الصحه. له تشيرمان، عنده رئيس، في سكرتري جنرال، في كل برانش كل فرع عنده تشير، يعني في رئيس زماله نقل الدم، رئيس زماله جراحه عظام، رئيس زماله طب العيون مثلا. وغير التشيرمان في كمان سكرتري وكوردينيتور لكل تخصص. في قاعات للمحاضرات، قاعات للامتحانات، في مكتبه، وفي طبعا القسم الاداري والقسم المالي، وفي الكواليتي بيبل ان ذا هيد كوارترز اللي بيعملوا اوديت على كل الزمالات. وكمان الاوديت بيجي من المجلس الاعلى للجامعات عشان يتاكدوا ان درجه التدريس ودرجه التدريب up to the standard، انها يعني ما حصلش فيها اي يعني تدهور او شيء. The relationship with the High Council is always يعني it is something that they have to do it every month. And there is also a relationship with the Arab Council of Fellowship، زي ما قلت هي معترف بالبورد العربي، معترف بيها في البورد العربي. What are the benefits of having a fellowship degree, or a degree I mean, in this field? Because we all know that not every country they have a specialized degree in transfusion medicine. So the countries that they don't have specialized degree, they either travel to another country to get a degree, or sometimes they just work by the experience and they have another degree. بس ايوه اوكي احنا يمكن 2 slides بس نلاقي. فالبنفيتس هنا في positive impact لما يعني اللي شفناه في مصر انه there is a positive impact to have a specialized degree in this career. First of all, it attracted many young doctors to work in the blood transfusion field. كتير دكاتره لما لقوا فيه زماله دخلوا المجال ده في الشغل. Second, it raised the level of education and skills and specialization in this field. خلت الناس طبعا بتشتغل يعني بسكيلز اعلى. It helped in getting the accreditation. Established the importance of blood transfusion medicine for other clinical departments and decision makers. It gave credibility to the people working in blood centers with their peers or their colleagues in the clinical side. It really gave a high credibility to them. Other clinical colleagues respected and listened to the blood bank doctors because they now feel that they are qualified at the same level. The achievements already until today, we have 123 candidates graduated. من سنة 2002 لغاية النهاردة 123 واحد متخرج مع زمالة مصرية في طب نقل الدم. عندنا البورد في 7 senior counselors. We have 21 trainers and mentors. We have 18 accredited training centers and 6 accredited hospitals. لأن بنبعتهم برا في خلال ال4 سنين بنبعتهم 6 أشهر، شهرين في مثلا مستشفى بس لأمراض النساء، مستشفى أطفال، مستشفى جراحة عن تروما، عشان يعرفوا from the other side how to manage a hospital blood bank. And we have 20 lecturers. My recommendation is governments must ensure that blood transfusion is backed by an academic institute and degree. Countries must learn from other successful models. They should develop a degree either in an existing university or in transfusion institute or national transfusion center. Establish degree for scientific staff as well, like هو medical lab scientific officers. This is the reference of the Egyptian fellowship degree. Thank you very much. Fatim pour sa présentation. Donc, شكرا جزيلا لدكتور Fatim. Donc, pour récupérer le temps perdu, donc, on enchaîne tout de suite par la communication. Donc, on enchaîne par la communication du docteur Alami, qui s'intitule Développement du that makes me proud. Thank you. So
Ma présentation aujourd'hui, c'était juste une idée qu'on a développée par l'arrivée de Sonia au centre de Rabat. Et l'idée, c'est comment motiver et en même temps développer les compétences du staff du centre de transfusion. Donc, comme vous savez tous, de motiver les employés des institutions publiques particulièrement et des services de transfusion en particulier a toujours été un véritable défi. Ça a toujours été un véritable défi, surtout dans les pays en voie de développement. L'objectif de cette étude, c'est d'abord de motiver les employés, développer des compétences scientifiques, améliorer bien entendu les performances organisationnelles et finalement, le plus important, c'est sécuriser de plus en plus la transfusion. La méthode, c'était très simple, ce que tout le monde a dû faire ou il est en train de faire, c'est faire participer le staff et les cadres qui travaillent dans les différents services et laboratoires dans des travaux de recherche. Et cela a été possible grâce à leur inscription dans des programmes de doctorat, et notamment des PhD, le cas de notre cas particulièrement. La seule condition, c'était pour ces doctorants que le doctorant doit particulièrement et obligatoirement faire partie du laboratoire sur lequel ou dans lequel il veut faire la recherche. Voilà. Donc, parmi les résultats, vous voyez les différents processus du centre de transfusion, de la promotion, virologie, immunohémato, distribution, préparation des produits sanguins et contrôle de qualité, et les doctorants inscrits jusqu'à présent. Là, c'est la production qu'on a fait durant ces 5-6 dernières années. On a fait 6 articles, on a publié 6 articles jusqu'à présent dans les différents domaines. En recrutement d'honneur, on a publié 1. En virologie, nous avons fait 2. En immunohémato, on a fait 2. Et en préparation, 1. Et d'autres manuscrits, une dizaine, sont en cours de préparation. Et cela aussi a permis, mis à part les publications, de pouvoir participer dans les congrès nationaux et internationaux, notamment celui-là. Et il y a eu 26 participations. C'est vrai qu'il n'y a que 7 doctorants, mais la participation englobait la majorité du personnel du laboratoire ou du service. Le cas du service de recrutement, il y a 3 personnes et 2 ont participé à la publication. Et la virologie, il y a 4 personnes, 3 ont participé. Donc au total, au niveau du CRTS, si le personnel actif est 78, je veux dire par actif service, promotion et laboratoire 78, il y a 36 qui ont vu leur nom dans les différentes publications ou communications. Donc comme celui-là dans l'étude de promotion qui a fait que nous avons publié une étude rétrospective sur les 20 dernières années et l'étudiant, donc ça c'est pour les intérêts ce que le centre a bénéficié de cette étude. C'est vrai que l'étudiant va bénéficier de son doctorat et sa publication, mais le centre a aussi bénéficié, il a décortiqué sur les 20 dernières années comment l'évolution et quels étaient les facteurs qui ont enclenché le recrutement massif des donneurs volontaires notamment, et la diminution des donneurs de compensation. Ici, il a aussi suivi l'évolution de l'augmentation des différentes institutions qui dans le sang. Et les institutions académiques étaient de plus en plus des donneurs de sang, contrairement aux administrations publiques et contrairement aux sites fixes. Et en 2007, il y a l'apparition des mosquées et c'est à partir de ce moment-là ça a explosé avec le nombre de donneurs qui s'en suivent. Au niveau de l'immunohémato, nous avons publié 2 et les 2, on a bénéficié de
le centre à Bénécy, le doctorant a trouvé les 14 phénotypes existants dans le pays. Là, il va comparer avec les autres pays, les autres régions du Maroc, et il a identifié 4 phénotypes qui sont très rares et que nous devons prendre en considération lors des transfusions futures. Et ces quatre phénotypes, notamment les deux là, avec un E négatif et un petit C négatif, ou sur les 267 000 donneurs de centre 2010 et 2014, nous avons trouvé 6 pour les petits E négatifs et 19 pour les petits C négatifs, ce qui est quand même très important pour la gestion du stock et des patients à transfusion. Par ailleurs, le même doctorant a mis au point des techniques de génotypage, notamment dans lequel du fil de KID-SS. Il a fait le génotypage de 63 échantillons et jusque-là, il n'a aucune contamination, ni pour le produit de PCR, ni après les manipulations de digestion. Et il y a eu 100% de corrélation phénotype et génotype. Et voilà quelques schémas de produits PCR en haut et le génotypage du fil en bas. Je ne sais pas ce qu'elle fait ça. Elle a glissé cette diapositive. Là, c'est au niveau de la sérologie. Cette publication, avec cette publication, l'étudiant a pu identifier la fréquence ou la prévalence de l'hépatite virale chez différentes catégories de donneurs et il nous a permis de comparer ce qui a été trouvé pour les différentes catégories de donneurs en 2000 et en 2011. Pour plus de détails, on peut consulter les publications, mais je donne juste la deuxième publication concernant les transaminases. Et avec cette comparaison, la même chose, il a comparé en 2000 et en 2011. Et il a trouvé parmi les données intéressantes qu'il a trouvées, c'est que au niveau de la majorité des personnes qui ont le transaminase élevé, c'était dû aux drogues, aux médicaments. En fait. Pour la labo de préparation, c'est une doctorante qui nous a permis d'explorer les bilans des envois sur les derniers 8 ans et pour améliorer la démarche qualité vis-à-vis des plasmas congelés qu'on envoie au LFB et les écarts étaient pour améliorer. Là, vous allez voir que depuis 2004 jusqu'à 2010, le nombre d'anomalies il a diminué sensiblement. Et là, l'analyse en détail a permis de voir que les causes, la majorité des causes ont été diminuées. C'est vrai que l'intibulure reste quand même, mais ils sont conscients et ils travaillent dessus. Donc, qu'est-ce qu'il gagne le doctorant? Bien sûr, il gagne des publications internationales, il gagne l'estime de confiance en soi, sentiment d'orgueil, il améliore son CV, il a un diplôme, il est en réseau avec l'université, donc il assiste à conférences, etc. En bas, les 3 des 7 ont soutenu déjà. Et pour le CRTS, donc une meilleure analyse des résultats des laboratoires, et donc analyse poussée, surtout quand on collaborait avec un département de biostatistique. Et donc les employés, bien entendu, ils sont obligés de passer plus de temps au centre. Ils passent énormément de temps d'ailleurs. Une meilleure organisation du travail, donc une meilleure hiérarchie, respect de la hiérarchie et meilleure amélioration de la communication entre le personnel, entre les différents services. Et donc implication dans les activités universitaires, les conférences, etc., comme ici le cas aujourd'hui, et développement des compétences. Donc le centre a plus de compétents, plus de doctorants, et une visibilité internationale et nationale du centre de transfusion. Et ces dynamiques pour le CRTS créent bien entendu un environnement axé sur la recherche et les connaissances et les méthodes ont été créées et partagées avec tout le personnel du laboratoire et du service.
Mais plus important encore, il a renforcé le sentiment d'appartenance, et qui est, comme vous le savez, qui est le levier pour gagner la certification ISO 9001. Mais, bien entendu, il y a toujours un mais, cela ne serait jamais été possible sans l'engagement de la direction du CNTS, la direction du CRTS, l'engagement et le dévouement de l'ensemble des employés du centre, le dévouement de ses chercheurs et la facilitation avec l'université. Merci de votre attention. Merci, M. Alani. Présentation très intéressante. Et je passe du laboratoire de pharmacognosie de la faculté de médecine de Casablanca qui va nous présenter la création d'un logiciel d'étude d'imputabilité en hémovigilance. La parole, M. Alani. Moi, vous présenter notre travail intitulé Création d'un logiciel d'étude d'imputabilité en hémovigilance. Avant de commencer, je tiens à remercier la Société marocaine de transfusion sanguine et son président, professeur Abdel Moussa, professeur Malik Al-Saïd, les organisateurs, les membres et les participants. En ce qui concerne le plan sur le plan classique, introduction, matériel et méthode, et avant de conclure, on va voir les résultats. Introduction, quelques définitions. C'est quoi introduction galactique, c'est une définition de base. Ce sont des produits qui proviennent d'un don de sang et destinés à un receveur. Ce sont des produits qui diffèrent des produits sanguins stables, qui sont considérés comme des médicaments. Les PSL ne sont pas des médicaments. On montre les concentrés de globules rouges, les concentrés plaquettaires et le plasma frais congelé. On trouve aussi le plasma desséché bien que lyophilisé, qui est utilisé surtout au niveau des hôpitaux militaires. L'hémovigilance, c'est quoi l'hémovigilance? Le préfixe hémocessant. Vigilance, c'est la prudence, surveillance. Donc c'est l'ensemble des procédures qui veillent à la surveillance, la protection, bien la prévention des effets indésirables et des incidents lors de la transfusion sanguine. Donc là, on parle chez le receveur ou bien lors de la collecte, on parle chez le donneur. L'imputabilité, c'est quoi l'imputabilité? C'est l'étude de lien de causalité entre l'effet indésirable ou bien l'incident et la transfusion sanguine. Donc là, on parle d'effet indésirable chez le receveur. Un effet indésirable, c'est une réaction nocive et non reluce produisant lors de la transfusion ou bien la collecte du sang. Là, on parle d'effet indésirable receveur et donneur. Et la chaîne transfusionnelle, c'est tout l'acte dès le prélèvement ou bien la collecte du sang jusqu'au suivi lors de soit de la perfusion ou bien de la collecte du sang. L'objectif de notre travail est une modélisation d'un logiciel informatique permettant l'étude d'imputabilité en hémovigilance. Matériel et méthode, donc on a travaillé avec Software Zeltos, qui est un logiciel ou bien une application qui permet la programmation, ainsi que commande Visual Basic et C++. Les données ANSM, Beltline et BS et de santé hémovigilance. Le formulaire d'imputabilité en hémovigilance, surtout celui qui est affiché au niveau du site ANSM. Et l'analyse statistique, c'est faite à l'aide du logiciel SPSS. Les résultats. Donc là, c'est un travail qui va en complément avec un autre travail qui est affiché sur ce poster. Le premier travail, c'est une modélisation lors de la prescription de produits sanguins liquides. Là, on va analyser différents niveaux de contraintes, soit la transfusion est contre-indiquée ou bien déconseillée, ou il faut prendre en compte ou faire des précautions d'emploi. On peut analyser la prescription, là, toutes les informations concernant le patient et le produit sanguin labile, ainsi l'environnement de la perfusion ou de la transfusion. On voit donc. Donc, la première case, on voit le produit sanguin labile, les posologies, les antécédents du patient, les pathologies ou bien la pathologie, les indications, c'est des allergies, surtout liées aux médicaments ou bien à certains aliments. La durée de conservation du produit sanguin labile, la température de conservation, c'est les apports alimentaires significatifs, les médicaments associés pour étudier les interactions entre les médicaments et les produits sanguins labiles, le lieu de transfusion et le mode de prise en charge de la transfusion. Et après, quand on clique sur analyser, on aura toutes les informations concernant le produit et le patient. La première partie concernant le logiciel, donc d'étude d'imputabilité. La première rubrique concerne les informations sur le patient. Donc si je veux travailler, si j'ai les informations concernant le patient, donc je clique sur oui. Donc je vais entrer les informations
sur le patient. Si je n'ai pas d'information, donc je clique sur non et je passe à la deuxième rubrique ou bien la deuxième étape. La date de naissance pour l'âge, le sexe, la masse, la taille et s'il y a une grossesse ou bien une femme à âge de procréation ou bien allaitante. S'il y a des allergies, donc je dois les mentionner, l'apport alimentaire significatif, les médicaments associés, le groupage ABO et le groupage RH. Deuxième rubrique concernant les antécédents, c'est très bien que les antécédents peuvent être des facteurs de risque lors de la perfusion ou bien peuvent être des pourvoyeurs des effets indésirables lors de la perfusion ou bien pour les puceaux. Là, les antécédents, donc si j'ai les antécédents, donc je dois les mentionner, grossesse, antécédents transfusionnels, albumisation, préexistence, les antécédents d'effets indésirables ou serveurs, et les indications de la transfusion, si c'est la pathologie initiale, les motifs ou bien le motif clinique de la transfusion et les critères biologiques. Troisième rubrique concernant l'ultransfusion, donc il s'agit d'un service chirurgical, par exemple réanimation chirurgicale, ou bien bloc opératoire, ou médecine, ou réanimation médicale, ou autre, donc je mentionne. Le mode de prise en charge de la transfusion, est-ce qu'il s'agit d'une hospitalisation conventionnelle ou bien au niveau de la maison, ou bien au centre. La rubrique, la quatrième, donc je note l'épisode transfusionnel, la date début de la transfusion, l'heure, la date de fin, et je mentionne l'heure de transfusion. L'effet indésirable, donc ça va nous aider pour l'étude de la chronologie. Donc je mentionne la date de survenue de l'effet indésirable et l'heure de survenue, ainsi la date de déclaration. Normalement, les effets indésirables, c'est 48 heures maximum, surtout pour les effets indésirables qui sont graves. Les manifestations cliniques, donc s'il y a des manifestations cliniques ou bien des symptômes, donc je dois les mentionner. S'il s'agit d'un syndrome, donc les syndromes sont l'association de plusieurs symptômes majeurs et mineurs, donc je vais le considérer comme syndrome. Sinon, donc je traite cas par cas. Donc traitement, ça va être cas par cas. Les manifestations biologiques, donc je dois les mentionner, faire entrer les données avant transfusion, après transfusion. Là, donc on a mentionné l'hémoglobine, les plaquettes, les saturations en O2. Et s'il y a d'autres manifestations, donc on doit les noter dans la rubrique autre. La gravité de l'effet indésirable, donc selon l'échelle internationale, donc va de 0 à 4, 0 sans manifestation clinique ou biologique, 1 donc sévère, 2 sévère, 3 menaces vitales immédiates et 4 décès. Orientation diagnostique, donc là c'est un travail pluridisciplinaire, on va travailler avec les autres départements, par exemple si j'ai un effet indésirable dermatologique cutané, donc je travaille avec le service dermatologie, etc. S'il y a donc certitude diagnostique, donc je mentionne si c'est possible ou bien probable certain, et s'il y a une autre alternative ou bien une autre orientation diagnostique, donc je dois la mentionner. Délivrance et contrôle avant transfusion, donc par quelle unité, donc je mentionne délivré par, produit conservé par un dépôt ou non, contrôle ultime au lit du malade, donc je dois mentionner les contrôles, c'est le contrôle d'identité, groupage, patient, document, les tests de comptabilité, qualité technique correcte, les interprétations correctes. Ainsi, donc, je dois mentionner le contexte transfusionnel. Est-ce qu'il s'agit d'un contexte homologue, autologue, etc. Produits sanguins, donc là, c'est la rubrique qui concerne les produits sanguins à vie. Donc, je fais entrer les informations concernant le produit proprement dit, le type de produit, le volume, la posologie, la vitesse de transfusion, la masse du patient, l'indication et s'il y a ou non un sédiment actif. Et je clique sur analyser, j'aurai les informations, une synthèse concernant ces informations. Là, on passe à ce qu'on appelle l'imputabilité chronologique, donc c'est-à-dire le délai d'apparition d'effets indésirables en fonction de la transfusion ou bien la coagulation. Donc délai d'apparition, jour, heure et minute, en fonction. La rétransfusion, pourquoi? Parce qu'il y a certains effets, donc la rétransfusion peut raccourcir le délai d'apparition des effets indésirables. Par exemple, donc si j'ai un patient qui a développé une allergie lors d'une transfusion, la première, la deuxième donc, va être rapide. Donc le délai va être bref. L'évolution après arrêt de la transfusion, traitement correctif, donc c'est suggestif ou bien non concluant ou non suggestif, et je clique sur analyser, j'aurai un score chronologique. Mentionné C, donc de C1, C2, C3. L'imputabilité sémiologique, donc ça concerne les symptômes. Donc est-ce qu'il s'agit d'une imputabilité sémiologique évocatrice du rôle du produit
sanguin à la ville, je clique soit non ou oui. Est-ce qu'on a fait des tests spécifiques, par exemple sérologie, etc., concernant soit le sang donneur ou bien receveur? S'il est positif, donc je clique sur positif, négatif, etc. Est-ce qu'il y a d'autres causes qui entrent donc, pour le développement ou bien la survenue d'effets indésirables? Je clique oui, non ou possible. Après, donc, j'aurai un score d'imputabilité, c'est la conclusion entre le score, donc l'imputabilité chronologique et l'imputabilité sémiologique, et j'aurai un score d'imputabilité que je vais interpréter, soit donc non évaluable, soit excluable probable, possible, probable ou certain. Et pour renforcer l'étude d'imputabilité, au travail, on fait ce qu'on appelle l'imputabilité extrinsèque ou bien l'étude bibliographique. On fait des recherches sur base données, des références de base. Donc, si je trouve l'effet indésirable qui est bien décrit au niveau des références de base, donc je donne des cas. S'il est donc dans 2-3 articles dans CB3, s'il est mentionné avec une sémiologie différente ou avec un autre produit CB2, et s'il n'est pas mentionné CB1. La fréquence, je la note, la gravité, ça va aider pour l'étude épidémiologique. Après, je clique sur analyser et j'aurai un score d'imputabilité qui va de B1 à B4. Le résultat final, c'est une fiche d'observation d'hémovigilance receveur, puisque là on a traité la partie receveur, et il aura cette forme, ceci, donc fiche d'observation d'hémovigilance. Conclusion, donc il s'agit d'un outil simple et pratique, qui nécessite un travail pluridisciplinaire, et reste une sorte de simulation, c'est une sorte de simulation, mais donne plus de sécurité, d'efficacité et moins de coûts. Pour les référencements suivants. Et merci pour votre attention. Merci, Dr. Alain, pour votre présentation. Alors, j'invite nos chers orateurs donc, de venir près de moi pour pouvoir répondre à d'éventuelles questions de la part de l'assistance. Kind of specialty, if you understand. Your specialty, you call it in Arabic Zamala. Okay, very interesting, parce que for me, Zamala is like friendship for us. But my question is 4 years, if I understand, but I don't understand to follow this specialty, you have 2 types of candidates, an MD, or also a doctor, a scientist doctor. But what about clinical practice of this scientist doctor? Because for medical doctor, we understand their background, but for the scientist doctor, unfortunately, it will be not the same. Thank you. المفروض ان تنشأ كمان درجة على يعني اللي هي بوست جراديويت تنشأ كمان للساينتست لانه يعني اتس نوت فير انه يبقى في زمالة للاطباء وانت عارف كل بنوك الدم او البلاد سنترز بيشتغل فيها مجموعة من الاطباء ومن الساينتست فيعني الريكومنديشن انه في الفترة القادمة تنشأ كمان درجة للخريجين من كليات العلوم اللي بيعملوا او كليات الصيدله لانه كمان في مصر في صيدله وعلوم بيشتغلوا كمان في كليات في بنوك الدم. حاليا مفيش درجه متخصصه في تحكم الدم او طب نقل الدم للصيدله او للعلوم بس للاطباء للاسف يعني. As you know, to select the donors, we have to make a physical exam. So for scientists, it will be possible to do it, or for pharmacists. احنا عندنا برضو في مصر الساينتست والفارماسيست مش بيشتغلوا في الدونيشن اريا، بيشتغلوا في الاريا المعامل اللي هو فحص الدم، مشتقات الدم، المعامل المرجعيه، اللي بيشتغلوا في بلاد كولكشن مع الدونرز، اطباء وتمريض فقط. وفي كمان فنيين اللي هم بيتخرجوا من معاهد صحيه فني متوسط علشان هم بيعملوا الهيموجلوبين للدونر في الفيلد يعني. فمع الدونرز بالذات اطباء وتمريض فقط. Thank you. شكرا. Petite question pour le Dr. Alami. Comment vous avez fait pour, j'imagine que les doctorants qui
qui ont fait les études de recherche que vous avez présentées, ils faisaient de la paillasse. Et donc, en faisant de la recherche, est-ce qu'ils ont abandonné, comment vous avez résolu cette problématique du travail de routine? Voilà. Comment ils ont fait? Soit, est-ce qu'ils ont vraiment abandonné la paillasse, ils ont été remplacés par des techniciens, ou bien est-ce qu'ils ont fait les deux? Voilà, merci. En fait, personne n'a quitté son poste ou sa fonction. Personne n'a quitté son poste ou sa fonction. Le fait de faire un doctorat, c'est son choix. Il a continué que son travail. Que ce soit routine ou autre chose, il a continué son travail. C'est juste un extra de temps qu'il passe au centre pour le faire et analyser ça. Une question, chez Amélie. Plus ou moins la même mentalité. Comment l'année passante pour motiver le personnel, donc le mot-clé, si vous voulez, comment motiver le personnel d'un centre de fonction. Et la même façon, le mot-clé pour motiver le personnel, surtout les techniciens, les personnes techniciens, le paramédical, dans un centre de transfert de santé. Et une deuxième question pour notre ami sur la création d'un logiciel d'interprétabilité en imagine. Comment vous comptez mettre en place, plutôt mettre en place ce logiciel à travers la direction du Centre national de transfusion sanguine et surtout évidemment ce centre de transfusion sanguine, centre régional de transfusion sanguine. Merci. Donc, votre question, c'est comment motiver les techniciens de la web? C'était ça? On n'a pas pensé à ça encore. C'est une très bonne question à discuter peut-être aujourd'hui. Ceci dit, chez nous au centre, à ma connaissance, jusqu'à ce jour-là, il y a 3 ou 4 qui se sont inscrits dans des licences. Et 2, l'année dernière, ils sont venus, se sont présentés pour faire le doctorat. Donc j'ai imaginé qu'ils ont eu leur master. Donc ils continuent par leur temps libre à faire les études, et ils veulent faire leurs recherches et leur travail de doctorat ou au niveau du centre. Donc c'est tout ce que je sais. Mais j'ai jamais approché. Enfin, c'était pas. Il faut que ce soit mutuel. Merci. Bonjour. Donc, pour la question, on a fait un travail similaire sur la pharmacovigilance. On a développé la méthode française et la méthode recommandée par l'OMS. On a fait des publications, on a fait introduire les incompatibilités physico-chimiques, les excipients phénotoires, etc. Donc on a fait une sorte de publication internationale. Mais là, c'est un travail qui nécessite un travail pluridisciplinaire. Donc s'il y a une coopération avec les centres nationaux, centres nationaux et les centres régionaux, donc on est là pour coopérer, collaborer avec les. Professeur donc, comme on n'a pas assez de recul là, sur déjà l'hémovigilance, je vous félicite d'abord parce que vous êtes en avance. Il faut savoir rappeler le CLIN, le comité de lutte infectieuse. Donc, est-ce que vous avez un recul concernant l'application au sein de nos confrères? Parce qu'on risque de se jeter la responsabilité. Donc, est-ce qu'il y a une organisation médico-légale, administrative? Comme ça, parce que vous connaissez, les patients commencent de plus en plus exigeants, connaisseurs. Donc, ils risquent de nous traiter en justice. Est-ce que vous avez préparé le côté juridique? Parce qu'à mon avis, ça va être un conflit entre confrères. Est-ce que moi, le biologiste, que j'induis le clinicien en erreur, est-ce que c'est l'aide-soignant qui a mal fait? Est-ce qu'il y a vraiment, parce que c'est de la police scientifique en quelque sorte. Merci. C'est un travail scientifique, un travail commercial. C'est la recherche, oui. Donc là, c'est une application scientifique. Donc on s'est basé sur des références de base, surtout les données d'un SM. C'est ça. Donc c'est un travail scientifique. On
n'oblige personne à le prendre en compte. C'est notre travail. Merci. Alors, c'est Dr Zizi Soumia de Fès. Je ne sais pas si c'est une question ou une revendication, mais vu l'expérience qu'a présentée Dr Alami, est-ce que vous ne pensez pas généraliser cette stratégie de recherche scientifique à l'échelle des autres CRTS? Parce qu'à la lumière de ce que j'ai vu, on a pas mal de fois exploité certaines données, mais ça reste dans nos tiroirs. Donc, comment avoir l'accès à faire des publications internationales en exploitant les données de CRTS région? Merci. Je passerai le micro à Cette idée, puisqu'il a posé la question tout à l'heure, donc je lui passe la patate chaude. C'était trop. Effectivement, moi j'ai posé la question pour, dans le but d'avoir des idées d'autres collègues, à travers vous et puis à travers les autres collègues qui dirigent les centres de transfusion régionaux. Comment motiver le personnel? Honnêtement, c'est une question assez délicate, mais je pense comme du côté du donneur, chez qui on fait un énorme effort pour pouvoir le convaincre, pour la population générale, convaincre la personne pour donner son sang, et donc embellir cette image du don de sang. Donc, je pense que le mot-clé pour le personnel, le technicien de laboratoire surtout, et vous savez très bien pourquoi cette tranche ou cette catégorie de personnel, je n'ai pas par hasard insisté sur cette catégorie de personnel, parce que il faut peut-être inculquer cette idée qu'ils sont en train de manipuler quelque chose ou un produit qui n'a pas de prix et qui évidemment il participe aussi bien autant que le donneur lui-même à un geste noble, à savoir sauver une vie humaine. Et encore une fois, il y a malheureusement pas mal de collègues qui confondent un centre de transfusion avec un laboratoire de biochimie, que ce soit polyvalent ou un laboratoire spécialisé. J'ai toujours dit un centre de transfusion sanguine, c'est une véritable industrie qui traite ou qui manipule un produit assez particulier, assez noble, à savoir le sang, évidemment à travers le sang total des produits sanguins, que ce soit la biostable, et que cette industrie traite évidemment un produit qui a une origine assez particulière, à savoir l'être humain, et qui par la suite servira à sauver un être humain. Donc je pense qu'il faut c'est ça, c'est inculquer cette idée au personnel que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de produire, participer à la production, entre guillemets, je dis bien la production entre guillemets, d'un produit assez noble qui servira à sauver une vie humaine. Et je pense que c'est une idée assez, je pense, assez intéressante pour pouvoir encourager évidemment, parmi d'autres, du personnel à agir beaucoup plus, avec beaucoup de vivacité, beaucoup d'énergie pour pouvoir travailler beaucoup plus. Voilà. Merci. Je voulais aussi ajouter par rapport à cette dame de Fès qui se posait cette question concernant la valorisation de leur activité dans le cadre de publication et de recherche. Justement, nous avons eu une discussion tout à l'heure avec Dr Ajiba par rapport à la dimension recherche dans la transfusion sanguine, et à travers cette réunion aujourd'hui, à travers cette société nouvellement créée de la transfusion et ce premier congrès, il y a une vraie réflexion, et c'est pas au Dr Ajiba qui est très motivé dans ce domaine, il y a une vraie réflexion à valoriser la recherche, parce que la recherche et l'innovation, c'est les garants de la bonne pratique de la transfusion, et c'est le garant d'avoir une prestation à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Je pense que nous allons nous pencher là-dessus, et nous aurons bientôt des propositions concrètes pour d'abord
développer la culture de la recherche et de la valorisation, de donner les moyens à différents intervenants, quel que soit leur niveau de formation, techniciens ou scientifiques ou médecins ou pharmaciens ou autres, et aussi de développer des thématiques d'intérêt général sur lesquelles nous pouvons, sous la houlette de du Centre national et la Société marocaine de transfusion, sur lesquelles nous pouvons interagir ensemble et développer ces axes de recherche. Je vous remercie. Bon, je crois qu'on a largement dépassé les temps. Voilà. Motivation, ça n'est pas toujours l'équivalent de payer quelque chose. Voilà. Alors, je remercie encore une fois nos chers orateurs et je vous invite à une visite des stands qui durera 30 minutes. Avec un protecteur d'aiguille standard, voilà. Ça va être ce dispositif-là. Après, on a un autre dispositif, on a le même niveau, mais c'est pas le même type de production. Et puis sur la premium, vous allez avoir un système comme ça, mais vous allez entrer dans le protecteur qui est ici. Ça, voilà, pour éviter les risques pour les infirmières. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait qu'on s'est rendu compte que l'infirmière, souvent, avec les systèmes standards, elle dépique et elle met le protecteur après. Donc en fait, elle n'assure pas sa protection. Donc avec ça, c'est un peu plus sûr. On a fait aussi en sorte que le design de l'aiguille c'est pas... C'est ce qu'ils ont dit, parce que quand nous sommes les Espagnols, ils sont passés en balade. Scans the unit number and the transfusion tag to verify the process. The blood unit is now ready to be delivered to the patient for transfusion. Now let's see how easy, simple, and quick this process is. Using the BloodTrack HemoBank, your blood bank can safely improve blood product availability and quickly allocate the right blood product to the right patient where and when it's needed in less than a minute, so there's no need to get blood ahead of time.